Et je remercie également toutes les personnes qui, par leur présence, apportent leur soutien à l'association Quartier Libre, Mémoire et Patrimoine Océan Indien, dans la sauvegarde et la protection du monument de l'ancienne geôle de Saint-Denis. Sudel Fuma, en fait, qui avait commencé à travailler sur le projet, donc Sudel disparu prématurément. Donc nous avons cru bon de continuer son travail. Et donc l'ancienne geôle de Saint-Denis est un lieu mémoriel. Ces constructions datent de différentes époques et font le lien entre nous et bien sûr ce monde qui veulent tout détruire, qui veulent remplacer voilà, par des logements, etc. Nous n'y sommes pas contre, hein. Mais c'est vrai qu'il y a on se dit, il y a des lieux pour construire des logements, surtout pas sur un lieu de mémoire. Ce lieu, c'est un lieu qui a connu plusieurs vies. Chacune de ces vies est un témoignage de notre courte histoire. Malgré le peu d'années qui nous séparent de ces différentes périodes, nous avons fondamentalement une méconnaissance de notre histoire. Cette histoire cachée, comme l'a dit Antoine, ignorée, méconnue. Sans doute pouvons-nous distinguer au moins 3 grandes périodes dans l'histoire de ce monument. Dans la prison Juliette de Dieu, il y a eu quand même la période esclavagiste, la période post-abolitionniste, celle de la période post-coloniale à nos jours. Ce sont des faits historiques incontestables. Les historiens sont loin d'avoir fait toute la lumière sur ces différentes époques. Tous s'accordent à dire que l'histoire de la Réunion est une histoire violente, une histoire construite sur la tyrannie, la discrimination, le racisme. Nous pensons qu'une connaissance approfondie de ce passé, bien sûr tourmenté, est un préalable indispensable à toute forme de développement. Si la traite esclavagiste est un crime contre l'humanité, alors la conservation du site de l'ancienne geôle de Saint-Denis est un devoir au service de la mémoire, un devoir de transmission aux générations futures. L'ancienne geôle de Saint-Denis, aujourd'hui, provoque chez de nombreux Réunionnais un sentiment de rejet. En effet, c'est la honte de la République, comme toutes les prisons, j'ai envie de dire, de France et de Navarre, avec une surpopulation chronique, insalubrité, promiscuité, accompagnée de son cortège de criminels incarcérés pour des crimes de droit commun. C'est vrai que pendant un certain temps, on n'a pas arrêté de dire que c'était la honte de la République. Mais avant les 2 siècles qui ont précédé, c'était pas du tout, ça ne rentrait pas du tout dans ce compte-là. C'est-à-dire que c'était vécu différemment. Folte de Saint-Leu, de 1811. Ces esclaves incarcérés avant leur procès et d'autres conduits vers Madagascar, donc au bagne de l'île de Sainte-Marie. Doit-on parler encore dans ces conditions de prisonniers de droit commun? Ne s'agit-il pas plutôt de combattants pour la liberté? Ces hommes tués par intolérance et racisme ne sont-ils pas des héros? Les morts sont invisibles, ils ne sont pas absents, disait Saint-Augustin. On a pris une petite citation pour bien marquer un peu ce que c'était. Certes, c'est un moment difficile de l'histoire de France, que de souffrance, mais doit-on pour autant vouloir s'en débarrasser, sous prétexte qu'il s'agisse d'un passé révolu et qu'il y a lieu de regarder l'avenir positivement? C'est aussi une manière cynique de refuser à ces femmes, à ces hommes bafoués dans leur humanité, une reconnaissance et une réhabilitation officielle. Le système pénitentiaire au temps de l'esclavage mérite de longs développements. Si l'esclave est en droit un meuble, sa responsabilité pénale est entière. Aux premières heures de l'esclavage, la législation est particulièrement sévère à son égard. Le fouet est prévu s'il s'avise à porter une arme, voire un gros bâton, à moins qu'il ne produise l'autorisation du maître. En cas d'attroupement, il doit être puni du fouet et de la fleur de lys et de la mort en cas de fréquente récidive. Il ne peut échapper à la mort également en cas de voie de fait contre un blanc, surtout sur la personne du maître ou un des membres de sa famille. Et pour son 3e grand marronnage, il est condamné à mort. Selon l'usage,
l'esclave condamné à mort est estimé par 2 habitants et sa valeur en est remboursée au propriétaire au moyen d'une taxe imposée par le Conseil supérieur sur chaque tête d'esclave de la colonie. Cette législation est assouplie à l'époque royale. Donc l'époque royale commence à partir de 1767. La Compagnie des Indes gère l'île au nom du roi de France de 1665 à 1767. En 1764, la compagnie annonce au roi son intention de ne plus exploiter cette île parce que son exploitation n'est pas rentable. Et ça devient cette gestion royale va devenir effective à partir de 1767. Donc, de 1764 à 1767, la compagnie a continué à évacuer les affaires courantes. Et lorsque le roi de France va prendre en main la gestion de l'île, au 3e cas, c'est-à-dire que lorsque l'esclave devient marron, s'il ne dépasse pas 30 jours, il est considéré comme petit marron. Donc il dépend de la justice du maître. Et s'il dépasse 30 jours, il dépend de la justice du roi. Et si le roi est représenté par la compagnie, donc c'est la compagnie qui remplace le roi et qui rend la justice, eh bien, au premier cas, il doit être condamné aux oreilles coupées, fleur de lys, et au 2e cas, jarret coupé, fleur de lys, et au 3e cas, c'est au 3e cas qu'il va subir la peine de mort. Et il faut bien saisir que si la gestion et les sentences prononcées sont excessivement rigoureuses, c'est parce qu'on vit dans une société qui repose sur une théorie qui veut qu'il faut bien surveiller et punir. Donc on surveille les agissements des gens et toute faute commise est considérée comme un trouble, et pour que la société retrouve son ordre, il faut à tout prix punir. Voilà pourquoi vous avez ces sentences qui sont excessives, qui sont rendues au nom de l'ordre public. Alors, comme je ne parle pas de l'époque de l'esclavage, l'exécution, en général, a lieu à l'entrée du quartier. Et si c'est une décapitation, en principe, le corps est exposé, donc la tête est exposée à l'entrée et le corps à la sortie du quartier. Donc, et cela pendant 24 heures, le temps est fixé. Et parfois, on dit, ça doit être évacué à la voirie. Et parfois, jusqu'à ce que la décomposition soit totale. Donc, si on fait cela, c'est tout simplement pour que la société, les gens voient que l'ordre était troublé et l'ordre est revenu. Alors, dans le cadre de cette manifestation, j'évoquerai non pas l'espace de la prison et le vécu des prisonniers, j'ai d'autres exposés là-dessus, mais un type de prisonnier, le condamné à mort. Non pas au temps de l'esclavage, mais au lendemain de son abolition. Sa fréquence n'est pas ici en jeu, mais sa gravité. C'est une peine rare. C'est le premier point que je développerai. La peine de mort prononcée rarement est infligée lors d'un meurtre ou d'un assassinat. Les travaux de Christine Foster de 1849 à 1869 présentent 13 prisonniers condamnés à mort et qui ont été vraiment exécutés. 7 autres ont joui d'une grâce et ont vu leur peine commuée en une peine de travaux forcés à perpétuité. Comme cette sentence concerne souvent des engagés indiens, les autorités judiciaires espèrent qu'elles produiront un effet salutaire sur les travailleurs de ce groupe ethnoculturel. Si en France hexagonale, le criminel condamné à mort peut implorer directement la clémence du chef de l'État, dans la colonie, son cas est soumis au conseil privé. Si la requête est fondée, il sursoit à l'exécution de la sentence, mais s'il la rejette, il décide de son exécution immédiate. Une circulaire ministérielle du 13 mars 1848 ordonne au gouverneur des colonies d'en référer d'abord au ministère de la Marine avant de prendre une décision à la Bastille. En réalité, le conseil privé ne s'est guère plié à cette injonction
Le 4 juin 1849, il choisit de faire exécuter la condamnation à mort visant Antonio pour assassinat. Le 16 février 1850, le pouvoir d'exécuter d'urgence les arrêts criminels leur est rendu. Lorsque le conseil privé statue sur les sentences prononcées par les cours d'assises, parfois, il prend en compte l'âge du criminel. Lorsque, pour un même crime, plusieurs sont condamnés, il différencie le meurtrier principal, ce qui pèse les charges les plus graves de ses comparses, pour diminuer le nombre de personnes à tuer. Lors d'un crime passionnel, si le criminel tente de se donner la mort, le conseil privé voit dans ce geste résultant du remords une sorte d'expiation qui doit jouer en sa faveur. Dans le cas des crimes passionnels commis par les Indiens, il considère que la peine de mort n'est pas appropriée. Il propose des travaux forcés à perpétuité et l'envoie à Cayenne. Si le nombre des condamnations à mort n'est pas élevé, le procureur général en arrive à cette extrémité pour maintenir l'ordre social et freiner le passage à l'acte. Il faut frapper l'esprit de ceux qui marchent dans la voie du crime. La cruauté de certains criminels est telle que la suppression de leur vie est une solution qui ne contrarie pas grand monde. Après l'arrêt rendu par la cour d'assises, lorsque le chef de l'État refuse d'accorder aux condamnés sa grâce, un arrêt d'exécution est pris par le gouverneur en conseil privé pour ordonner au directeur de la maison d'arrêt de remettre le condamné à mort aux gendarmes chargés de le conduire sur le lieu du supplice au jour et à l'heure indiquée. La sentence est appliquée dans la ville où le crime a été commis. 1 heure avant l'exécution, le greffier se rend à l'intérieur de la prison pour lire au condamné l'arrêt d'exécution de la sentence prononcée par la cour. Les gendarmes l'estirent de la prison. Il en existe 3 à La Réunion, celle de Saint-Denis pour se juger dans l'arrondissement au Vent, celle de Saint-Pierre et de Saint-Paul pour les crimes jugés dans l'arrondissement sous le Vent. Les gendarmes l'escortent jusqu'au lieu d'exécution implanté sur la place publique du lieu où s'est produit le crime, la place Candide à Saint-Denis, la place du Chambonne à Saint-André à Saint-Denis, 1 heure avant l'exécution, le pavillon rouge est hissé au mât dessiné gloire à choix. Le moment de l'exécution est marqué par un coup de canon. Les forces de l'ordre se positionnent autour de l'échafaud pour faire respecter l'ordre. En général, les badauds impressionnés se distinguent par leur calme. Le condamné monte sur l'échafaud au petit matin entre 7h et 8h au milieu du 19e siècle, assisté d'un prêtre. Le bourreau est lui aussi un criminel. Un greffier assiste à l'événement pour dresser un procès-verbal attestant que celui-ci a bien eu lieu. Il est accompagné d'un juge de paix chargé de recueillir les dernières déclarations du condamné s'il en éprouve le besoin. On passe donc à la deuxième partie de la parole mesurée de la presse aux effluves. Donc, en principe, la presse commente ce type d'événement. Mais on verra si ici, la peine de mort, la sentence, l'exécution de la peine de mort est vraiment commentée par la presse. La presse réunionnaise exploite peu ce thème au milieu du 19e siècle. Même si la collection n'est pas complète, de 1850 à 1856, 6 articles sont recensés dans la feuille hebdomadaire. La peine de mort est annoncée dans les rubriques faits divers, cours d'assises ou les tribunaux. L'élément n'est pas visible au premier coup d'œil. La parole se libère dans la presse pour présenter les récits d'exécution. En 1901, l'affaire Asmaldi entraîne une innovation dans le traitement de cet événement, le gros titre en une. Les articles se multiplient alors lorsque les affaires criminelles augmentent à la fin des années 1900, au début des années 1910. Le titre bandeau est là pour accrocher le lecteur et faire vendre le numéro. Pour désigner la peine de mort et la guillotine, le journaliste emploie des termes de substitution. La guillotine est remplacée le plus souvent par l'échafaud, plateforme en charpente soutenant et surélevant la guillotine qui permet aux badauds de voir l'exécution. Même lorsqu'il disparaît en 1870, le terme se maintient. Comme le bois constituant le matériau principal de la guillotine est transporté en pièces détachées, et comme le bourreau se déplace avec les bois de justice, c'est-à-dire l'instrument démonté, le terme instrument est souvent employé. Il est affublé d'une liste de qualificatifs fatals, exécrables, sinistres, infernales. En 1901, le Petit Journal, lors de l'affaire Asmaldi, écrit « L'instrument est un monstrueux outillage perfectionné, une machine sans âme, complexe et performante que rien n'arrête. » Lorsque les 2 journaux locaux, le Moniteur et le Travail, parlent de la révolution industrielle en marche, tous deux soulignent que cette révolution n'a pas amélioré la mise à mort en France.
Le premier parle de triste appareil et le second de la machine rouge, rouge du sang versé des condamnés. Comme la guillotine est dotée d'un couteau, la lame devient dans la presse le couperet vengeur ou rasoir. L'expression la veuve est utilisée en 1901 lors de l'affaire Asbaldi. Pour la peine de mort, les uns parlent de châtiment suprême, de dernier supplice, de suprême expiation. Certains articles vengeurs sont favorables à la loi du talion lorsque le peuple est mécontent du verdict rendu. Le peuple exprime bien sûr son courroux. Les autres, hostiles à la peine de mort, parlent de loi d'airain. Elle n'est plus alors l'acte salvateur, mais le forfait suprême. Au milieu du XIXe siècle, la presse exprime sa satisfaction lorsque la cour d'assises ne prononce pas une telle peine. Tel est le sentiment exprimé le 20 janvier 1864 par le moniteur de la Réunion lorsqu'il constate qu'aucune sentence de mort n'a été prononcée après une longue session. Lorsque le crime est odieux, le mécanisme est impossible à arrêter. Le destin du meurtrier dépend de l'importance de son geste. La peine de mort semble une conséquence logique, une fatalité. Le 18 octobre 1854, après la condamnation à mort de 2 Indiens, Mutusami et Vayaburi, la veille, lors de la 4e session de la Cour d'assises de Saint-Denis, la feuille hebdomadaire consacre 2 articles au commentaire de la sentence, le second étant signé par un certain F.S. Si l'auteur du premier article est secoué en pensant au sort de ces 2 existences, il considère cette peine indispensable. Il approuve le châtiment au nom de la sécurité publique, un argument toujours ressassé jusqu'en 1914. Cependant, il ne remet pas en cause la peine de mort. La polémique sur la question du point de vue de la philosophie moderne n'est pas d'actualité. Le moment de réprimer autrement n'est pas encore arrivé. Cependant, dans le cas précis des Indiens de la Réunion, cette peine ne peut servir d'exemple. Le bourreau tue, il ne guérit pas. L'échafaud réprime, il ne prévient pas. Sous le Second Empire, comme la censure sévit, la critique est modérée. La presse locale n'hésite pas de reprendre des articles de la presse nationale qui contestent la peine de mort. En 1866, Éric Izoard publie dans le Courrier de Saint-Pierre un article dans lequel il décrit et critique le déroulement d'une exécution en Allemagne en effectuant un parallèle avec l'affaire Montcharmont exécutée le 10 mai 1851 sur la place de Châlons en Saône-et-Loire. Comme l'auteur se réfère à un cas d'un pays étranger, il ne court aucun risque. Ce cas fait sensation car le condamné refusait de mourir. Il a livré une lutte horrible pendant 3/4 d'heure contre le bourreau et ses aides en tentant de clamer son innocence. Izoard souligne le tragique de la situation. Il sème le doute en évoquant l'erreur judiciaire. Cependant, la critique reste vague. Il ne se pose pas en détracteur de la peine de mort. Le pouvoir réagit. Le journal L'Événement est jugé en cour d'assises pour délit d'attaque contre le respect dû aux lois pour un article signé par le fils de Victor Hugo, Charles. Il lui est reproché son exagération des faits et son parti pris pour l'assassin. Il est condamné à 6 mois de prison et à 300 francs d'amende, malgré l'existence de circonstances atténuantes. Les égarements de langage ne sont pas pardonnables après le coup d'État du 2 décembre. Le bien public suit de près cette affaire et la relate le 5 septembre 1851. Les crimes commis par les Indiens à partir des années 1850 troublent les bonnes consciences. Alors que depuis 1848, les sucriers ont décidé de les recruter massivement, la peur de ces immigrants grandit lorsque certains, parmi eux, commettent des crimes crapuleux. La peine de mort est utilisée pour freiner cette criminalité. Comme cette peine n'est pas efficace, le 23 avril 1856, ce même organe propose de ne plus recruter les engagés en Inde, mais de se tourner vers Madagascar et l'Afrique. Le substitut du procureur, Lefebvre, est favorable aux travaux forcés à perpétuité à Cayenne. FS prône la prévention menée par le prêtre et la morale chrétienne. La condamnation de Venkataraman Ramsamy soulève le 18 mars 1868 les protestations du Courrier de Saint-Pierre et du Journal du Commerce. La peine de mort est alors remise en cause. En août 1872, dans la rubrique Les tribunaux, où les exécutions capitales sont énumérées, le moniteur évoque la condamnation du gérant et d'un des rédacteurs du Radical, respectivement
6 et 3 mois de prison. La parution de ce journal, accusé d'exciter la haine du gouvernement, est interdite. La prudence est de mise. Le 29 mars 1873, le nouveau Salasien résume la situation par cette formule « Quant à nous, nous ne nous sentons ni assez libres, ni assez calmes pour dire ici notre pensée. » Le directeur des prisons, Robert, est pris à partie par le journal L'Indépendant créole lors de l'exécution capitale de Karoupin Moutoussami à la fin du mois d'avril 1897. Il réfute, dans une série de courriers adressés au directeur de l'Intérieur, Jacob de Cordemois, les allégations portant atteinte, selon lui, à sa personne et à sa mission. L'ordre d'exécution aurait été retardé juste au moment suprême, entraînant par la même occasion une hésitation de l'exécuteur. Le caisson, devant recevoir la tête tranchée, aurait été mal ouvert. Une enquête permet de prouver la fausseté des allégations du journal. Un démenti est inséré au journal officiel, mais le journal n'est pas poursuivi en justice. Pour relater les faits, les journalistes ne jouissent pas toujours de la collaboration de l'administration. Henri de Buchères déplore en juillet 1901 leurs mauvaises conditions de travail. Ils sont obligés de mendier à droite et à gauche le tuyau plus ou moins fantaisiste que tel ou tel fonctionnaire voudra bien leur jeter du haut de sa grandeur. Les autorités diffusent peu d'informations sur l'exécution, peut-être pour ne pas attirer trop de badauds. Pour l'exécution de Citaran et de Fontaine, le mardi matin 20 juin 1911, la patrie créole a été prévenue la veille vers midi et demi par le chef du cabinet du gouverneur, M. Chassin. Entre l'arrivée de la malle portant la décision de gracier ou non le condamné et la mise à mort, le laps de temps est court. Après la prise de connaissance de la décision présidentielle, le gouverneur publie l'arrêté relatant la date d'exécution fixée en conseil privé. Le journal a juste le temps d'envoyer un reporter sur le lieu de l'exécution. En 1901, sur l'ordre de l'exécution d'Asmaldi, le procureur général autorise certains journalistes à voyager dans le train spécial du condamné. La lutte contre l'échafaud devient sous le Second Empire un des thèmes de prédilection de l'opposition républicaine. Le Courrier de Saint-Pierre est le premier journal en 1868 à protester véritablement et clairement contre la peine de mort lors de l'exécution de Vingatakramen, assassin de son créancier un an plus tôt. L'auteur proclame le repentir du condamné et rapporte les paroles touchantes de ce père lors de ses derniers instants. « J'ai vu aujourd'hui mes enfants. Cette pensée me soutiendra au dernier moment. Il n'est pas présenté comme une bête féroce, mais comme un être sensible, courageux et digne de pitié. L'auteur, Armanet, ne fournit pas de nouveaux arguments contre la peine de mort. Il défend l'inefficacité de ce supplice. Il remet en cause l'application de la peine capitale. Jusqu'aux années 1870, les articles sont empruntés à la presse nationale. Le 26 janvier et 9 novembre 1869, le journal du commerce cite l'exécution de Monti et Tonietti à Rome et un ouvrage de Jules Simon abordant la lutte contre la peine de mort. Ces deux leçons de barbarie ne peuvent empêcher les crimes puisqu'un crime suit toujours une exécution. En 1830, le philosophe Descu de Tracy a proposé sans succès l'abolition de la peine de mort devant l'Assemblée. En juillet 1870, le journal du commerce se félicite de la transformation de la peine de mort prononcée contre 3 Indiens en peine de travaux à perpétuité dans un article intitulé « On ne tuera pas ». Le journaliste retient l'argument religieux exploité par la cour d'assises pour expliquer sa décision « Tu ne tueras pas ». Il revendique le droit d'attaquer les lois criminelles, de juger nos codes. Il s'agit pour cet organe de presse d'une proclamation de la liberté d'expression et surtout celle de la presse, bafouée par la censure. La magistrature est excusée. 15 jours plus tard, il témoigne de l'absurdité de l'échafaud dans son compte-rendu de la dernière exécution, celle de Vingatakramen. En 1872, le Moniteur annonce à 2 reprises l'existence de pétitions émanant de députés de gauche adressées au président Thiers réclamant l'arrêt des exécutions. En 1873, le nouveau Salasien critique la commission des grâces après 3 recours de condamnés à mort rejetés. En 1875, le Travail cite l'article de Victor Hugo à l'approche de l'exécution d'un soldat en état d'ivresse qui a souffleté son caporal. À partir de 1890, les journaux locaux mettent en avant la souffrance du supplicié. Le 26 septembre 1891, le Petit Journal de La Réunion
se demande si Mbukana, malade de l'influenza, ne ferait pas mieux de mourir de sa maladie. Son soulagement serait plus grand, car après la chute du couperet, la mort immédiate n'est pas prouvée. L'opposition entre la société moderne aux mœurs avancées, le statut moyenâgeux et barbare de la peine capitale est mise en avant dans la plupart des articles. Dieu ne peut cautionner un tel spectacle. Il est d'autant plus abject qu'il concerne une femme. Le débat concernant la publicité des exécutions est très animé. Les uns dénoncent les exécutions spectacles offertes aux foules afin de réduire les risques de désordre. Depuis 1948, les exécutions ont lieu à l'aube, elles se font discrètes. Leur valeur d'exemple est de ce fait niée. En 1907, la patrie créole parle de l'irresponsabilité du criminel. Le criminel est présenté comme un déséquilibré, un malade, et en tant que malade, il ne peut être puni. Au contraire, il doit être soigné. Les travaux forcés peuvent offrir cette guérison. Cette peine de substitution peut permettre au criminel de s'amender, de réparer sa faute. La souffrance prolongée doit l'amener à réfléchir sur les conséquences de son acte et l'aider au repentir et à sa réhabilitation. Le 27 octobre 1900, à Saint-Paul, le commis Issop Asmaldi tranche la gorge de son patron, Mahmoud Moussa. Surpris par le cuisinier de la victime, le jeune Lali Oué, Asmaldi l'oblige à participer au crime. Après avoir tué Moussa, il vide le coffre. Dénoncé par son complice, il nie les faits. Puis il avoue le meurtre et sa préméditation. Il justifie son acte par la vengeance. Il est condamné à mort le 16 janvier 1901 et son complice est acquitté. L'exposé des faits fait naître un courant de sympathie pour l'accusé. La campagne contre la peine de mort reprend vigueur. Le petit journal de l'île de la Réunion s'élève contre la coutume qui veut que l'exécution se déroule dans la ville où le crime a été commis. Il souligne que la distance entre le lieu de détention et le lieu d'exécution est un véritable supplice pour le condamné, car ce voyage lui inflige des heures mortelles d'angoisse et d'attente insupportables. L'éloignement de la métropole freine les démarches judiciaires de cassation et de grâce. La sentence définitive n'arrive dans la colonie qu'au bout de 6 à 8 mois d'attente. La situation d'Asmaldi est intenable car il ne lui a manqué qu'une voix pour bénéficier de circonstances atténuantes. Il s'en prend. Cet organe de presse ne critique pas ouvertement la décision de justice, il s'en prend au verdict. Une nouvelle notion est alors utilisée par la presse locale, celle d'assassinat légal. L'exécution devient un crime froid, réfléchi, prémédité. Le bourreau devient un meurtrier, un assassin breveté. L'argent qu'il reçoit le rend plus misérable que sa victime. Juste après son exécution, le 1er juillet, la patrie créole consacre un poème à l'exécution capitale qui se termine par ces vers, que je vous lirai parce qu'il n'y a que 4 vers. Là-haut, le Dieu d'amour recevra cette âme, pèsera dans sa main notre crime et le sien. Tous les deux ont un droit égal au divin blâme. L'un n'est pas plus que l'autre, hélas, un assassin. Cette fois, victime et accusé appartiennent au groupe ethnoculturel des Indiens musulmans. En août 1870, François de Mailly ne doute pas de la disparition prochaine de la peine de mort. En 1902, un projet de loi est déposé en ce sens à la Chambre des députés. Le 29 septembre 1906, l'égalité s'attaque indirectement à l'échafaud. Le gouvernement tente de supprimer les frais du bourreau et des aides du budget de l'État. En 1907, l'affaire Soleillant contrecarre les projets abolitionnistes. Accusé du viol et de l'assassinat d'une petite fille de 12 ans, il est gracié par le président de la République. Le créole, le réveil, le ralliement, le vrai républicain s'illustrent dans la lutte contre la peine de mort. Les journaux conservateurs puisent leurs informations dans des journaux métropolitains de droite et monarchistes. Le ralliement avec la patrie ou l'écho de Paris, le créole avec le gaulois, le vrai républicain, attaché aux libertés et favorable à l'échafaud. Jusqu'en 1908, le nombre de journaux et d'articles favorables à la peine de mort est plus important que celui des journaux et articles exprimant des avis contraires. Les grâces accordées par le président de la République servent la cause du crime. Certains proposent la rébellion et le meurtre en cas de suppression de la peine de mort. Le ralliement et le vrai républicain plaident pour que l'exécution ait lieu à l'intérieur des prisons. Contrôlés par plusieurs témoins officiels qui devraient être accompagnés par les détenus de la prison concernée, dans le but de leur inspirer une salutaire terreur afin de les mettre dans le droit chemin,
l'exécution en prison doit précéder la suppression de la peine de mort. L'exécution reste à la fin du XIXe siècle un spectacle. En 1889, la mort de Pimbaille attire plus de 1000 personnes, selon le Créole. La rumeur contrecarre le secret tenu autour des opérations par les autorités locales. La population veut voir la mine de celui qui monte à l'échafaud. En France, la réaction d'hostilité de la foule lorsqu'arrive le condamné traduit l'opinion générale. Au cri de « à mort » succèdent les applaudissements de satisfaction lorsque tombe la lame triangulaire. Jusqu'en 1908, la Réunion enregistre peu de témoignages de réactions ostentatoires. La population réunionnaise est impressionnée par cet événement symbolisant le retour à l'ordre. 1909 est une année charnière. Le peuple critique tous ceux qui sont favorables à la peine de mort. Le GIR critique envers l'appareil judiciaire. La peine de mort ne peut freiner la criminalité, car elle ne sanctionne qu'un petit nombre de crimes. Il préfère le châtiment corporel, comme en Angleterre, l'expiation par le travail dans les prisons. La peine de mort est fortement critiquée et remise en cause dans ses aspects traditionnels. En 1909, une série de crimes ébranle le sud de l'île, plus particulièrement la région du Tampon et de Saint-Pierre. Le 13 août, le GIR interpelle le gouverneur afin qu'il mette un terme à l'impunité flagrante des criminels, aux dérives de ces apaches, terme utilisé dans la presse hexagonale en 1902 pour désigner l'escroc, l'escarpe, le rôdeur de barrière, le faquin à poignard, le marginal, le misérable qui crochette une porte ou évente un passant. Le lendemain, un journaliste qui a déjà fait campagne pour l'introduction de la guillotine à Madagascar établit un parallèle entre cette séquence meurtrière à La Réunion et la situation insurrectionnelle dans la Grande Île. Les défenseurs de la peine de mort sont ravis. La société n'est pas considérée assez éduquée et mûre pour justifier l'abolition de la peine de mort. Faute de moyens, la police ne peut arrêter la main des criminels. Elle est considérée comme inefficace. La prison paraît inutile puisqu'elle offre trop de confort aux criminels. La patrie créole, qui critiquait quelques mois auparavant la curiosité des badauds autour de l'échafaud, crie vengeance et réclame des têtes. La maxime du nouveau journal de l'île est œil pour œil. La cruauté doit répondre à la cruauté. Il est sot d'être bon avec les méchants. Comme depuis 8 ans, la peine de mort n'a pas été appliquée, pour calmer les ardeurs des criminels, son usage apparaît comme une nécessité. Les journaux critiquent le laxisme des gouvernants et notamment du monde judiciaire. L'affaire Apollinaire Técher vient attiser la flamme vengeresse. En 1909, Mme Ferron et sa fille, habitantes du Tampon, sont égorgées dans la nuit. Une somme de 500 francs leur est dérobée et leur case brûlée pour effacer toutes les traces du crime. Après une longue enquête, 3 suspects sont arrêtés, Bruno Haro, sa fille Anastasie et Apollinaire Técher. L'assassinat de 2 femmes sans défense et le vol de leur épargne choquent l'opinion publique. En décembre 1909, Técher et la dame Bruno Haro sont condamnés à mort par la cour d'assises de Saint-Pierre pour homicide et incendie volontaire, vol et préméditation. La fille Haro écope de 10 ans de travaux forcés. Jusqu'ici, au sein de la population libre, les exécutions ont concerné des hommes. Pour qu'une femme ne connaisse pas ce sort, une demande de grâce pour la condamner est souhaitée. Mais l'esprit de vengeance est proportionnel à la terreur et à l'angoisse éprouvée. Avec l'équipée sauvage des buveurs de sang, je reprends là, c'est le titre d'un article de journal, la Réunion semble rentrer dans une période noire, rougie par le sang et tous Assimicourba dit Citaran, Fontaine-Emmanuel et Calandrin Pierre-Élie dit Saint-Ange, sorcier de son état, s'illustre par des vols audacieux dès 1907 et sème la panique dans le sud. Elle franchit un cap en mars 1909 en assassinant Hervé Deltel de 11 coups de couteau et en août en assassinant le couple Robert dont la femme était enceinte et en buvant le sang de leur victime. Surpris lorsqu'ils attaquent la maison du docteur Charles Roussel, ils parviennent à s'enfuir, mais ils laissent plusieurs objets qui permettent de les identifier. Le 2 juillet 1910, leur procès débute à Saint-Pierre. La colère de la population se déchaîne sur les coupables. Entre mai 1910 et juin 1911, la patrie créole consacre 27 articles à cette affaire. Un rédacteur spécial est envoyé à Saint-Pierre pour suivre le procès et rapporter quotidiennement des informations comme un feuilleton. La patrie créole crée l'événement en plaçant ses reportages à la une avec des titres accrocheurs, l'arrivée des assassins aux assises, les crimes de Saint-Pierre,
autour d'un verdict, le verdict et l'opinion publique, le châtiment. La session d'assises se termine par 8 condamnations à mort. L'arrêt du tribunal de Saint-Pierre est annulé le 15 septembre 1910. Le 13 décembre, le nouveau verdict tombe. Citaran, Fontaine et Calandrin sont condamnés à mort. 5 autres de leurs complices à la peine de travaux forcés à perpétuité. Citaran, venant d'Afrique, est tout désigné pour être le principal auteur de cette macabre tuerie. L'attente de la réponse du second pourvoi en cassation, puis du recours en grâce des condamnés devient insupportable pour des journalistes qui sont à l'affût d'informations. Les journaux surenchérissent sur les dates et les lieux d'expiation. Le 18 juin, l'avis du Parlement Fallières parviennent à la colonie, Calandrin et Gracie. 2 jours plus tard, Fontaine et Citaran sont exécutés au petit matin. La presse décrit dans les moindres détails le déroulement de l'exécution. Tout est passé en revue. L'arrivée des condamnés, le montage de la guillotine, le service d'ordre, la messe, la réaction de chaque condamné. 2 jours après l'exécution, la patrie créole s'étonne que personne ne s'élève contre ce reste de barbarie. Au moment où l'affaire Citaran occupe les esprits, le 30 septembre 1910, les époux Leveneur, mariés depuis une douzaine de jours, sont égorgés en pleine nuit et brûlés dans leur demeure de la plaine des Cafres. En octobre, des suspects sont arrêtés dans les Hauts de Saint-Benoît. 2 ans plus tard, Alexandre Jaol et Jules Reichmann sont condamnés à mort pour la cour d'assises de Saint-Pierre. En 1906-1907, le droit de grâce présidentielle est alors utilisé. Aucune exécution n'est ordonnée. L'opinion n'accepte pas la grâce accordée par le président Fallières à Soleil. La grâce de Calandrin, dit Saint-Ange, fait jaser. Pour la patrie créole, cette grâce inconsidérée produira un effet désastreux sur la masse populaire. L'acquittement du sorcier indien de Saint-Louis Viramata est aussi largement commenté. Depuis l'affaire Asmaldi, la Réunion n'a pas connu d'exécution. En pleine affaire Citaran, le peuple interroge sur l'efficacité de la peine de mort pour lutter contre la sorcellerie. La presse, impliquée dans le mouvement de haine, ne répond pas à son appel. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, M. Prosperev, pour cet exposé.